Donc 2018, je vous propose un petit retour sur ce millésime difficile mais pas exceptionnel. Et donc on va essayer de passer, bon, je ne vais pas détailler le cycle, mais de manière très rapide, revenir sur l'essentiel. Donc le mildiou fait un cycle annuel avec une reproduction sexuée, hein. Les œufs se forment dans les feuilles à la fin de l'été au moment de la baisse des températures. Et cette reproduction sexuée va générer des génotypes ou des individus différents, donc qui ont donc un code génétique particulier. Et puis au cours de la saison, on va avoir X cycles de reproduction asexuée qui vont donc générer des clones, et donc ce sont des individus identiques qui ont le même génotype. Donc ça c'est important pour la suite et la fin de l'exposé. Très rapidement sur le cycle, eh ben, l'eau libre est indispensable pour la contamination et la température va déterminer les cycles d'évolution, et donc les couples température-eau vont générer le nombre de cycles notamment de reproduction asexuée. Les contaminations primaires, ben, la germination des oospores est possible dès qu'on a 10 degrés en sortie d'hiver et que les œufs sont mûrs. Et puis pour tout ce qui est contamination secondaire et aussi primaire, on a des optimums de température qui sont autour de 20 degrés, 18 à 26 degrés. Voilà pour l'essentiel du cycle. Aperçu très rapide là aussi, parce que ça rejoint les propos de Didier et de Stéphane. Vous avez ici chaque fin de mois le cumul de la pluviométrie représenté donc depuis début octobre jusqu'à août. Et notre cartographie atteint le bleu au maximum de 100 mm. Donc vous voyez que, hormis au mois d'octobre et au mois d'août, on a une pluviométrie de l'ordre de 100 mm en permanence toute la saison, ce qui fait un cumul de plus de 1 mètre et qui est, si je casse le matériel, ça va pas aller. En principe, je ne vais pas m'en servir. Voilà, donc plus d'1 mètre de pluie, alors que la normale doit se situer, si je ne dis pas de bêtises, Didier, autour de 900 mm. Voilà. On a noté aussi sur Blanquefort, sur la période là, de 27 avril, au moment où l'épidémie se met en route et avec les problèmes qu'on a eus, du 27 avril au 25 juin, 37 jours de pluie sur 60, ça fait presque quasiment 2 jours de pluie sur 3, d'où les difficultés qu'évoquait Stéphane sur le positionnement des traitements. Vous avez ici donc le profil des millésimes mildiou, c'est la fréquence d'organes, feuilles ou grappes attaquées depuis 1993 jusqu'à 2018, en rouge en trait épais ici. Et donc on voit que sur ce graphique, on a de très forts dégâts en 2018, mais aussi en 2008, 2007, 2093. Et à l'opposé, on a des années, fort heureusement, de dégâts très faibles, 2014, 2011, 2010, et 1995 notamment, qui était l'année record avec une quasi-absence de mildiou sur tout le terrain. Ce que l'on observe ici aussi en 2018, c'est que la progression très forte, elle est assez tardive. C'est en juin-juillet, ça rejoint ce que disait Stéphane. C'est plutôt tardif par rapport à cette courbe noire de 1993, où vous voyez, on a eu des explosions aussi très fortes, mais décalées quasiment un mois plus tôt. Donc une très forte variabilité des attaques et qui est déterminée par l'itinéraire climatique. Je vous propose de focaliser un petit peu plus sur justement les contrastes entre les années de dégâts forts, et dans la base de données Épicure, on a donc un système qui nous permet de comparer 2007, 2008, 2018, et puis les années de dégâts faibles, 2010, 11, 14. On a développé un indicateur qui est une courbe de survie. C'est une méthode qui vient de la médecine humaine et que l'on a appliquée ici sur notre réseau de témoins non traités, que l'on va déclarer sain ou atteint en fonction d'un seuil prédéfini. Donc on a des seuils qui sont ici sur l'intensité du feuillage, un seuil de 5%, et vous voyez que depuis le début de saison, 100% des témoins n'ont pas atteint ce seuil, et on voit cette dégradation de l'état sanitaire de l'ensemble du réseau, et vous voyez les 3 années de forte pression comparées aux 3 années de faible pression. On a la même chose sur grappe, avec un seuil de 5% de grappe atteint. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec cet outil, dès la première semaine de juin, on peut avoir une alerte comme quoi le profil de 2018 est très proche de 2007 et 2008. Donc, il y a très peu de chances que la situation sanitaire s'améliore. Et on a une thèse en cours à l'heure actuelle avec l'ACTA et l'INRA sur ce sujet, pour améliorer toutes nos connaissances justement sur les probabilités, quand on est sur des niveaux de seuil comme ça, de voir comment ça va se terminer sur la fin de saison, même si on sait à peu près ce qui risque de se passer. Cet outil sera ensuite mis à disposition des animateurs de BSV pour essayer d'implémenter les bulletins.
Une deuxième approche, sur la plateforme Épicure, on a développé des points d'observation météorologique. Ce sont des stations météo virtuelles que l'on va positionner à partir des données météo. J'ai oublié de dire que ce sont les mêmes que Didier, puisque c'est lui qui nous les fournit, ces données météorologiques. Donc on a un outil qui va permettre de représenter les millésimes sur une période que l'on peut fixer de manière... voilà, c'est l'interface qui permet de fixer cette période. Ici, on a une période mensuelle et on va représenter les couples donc, de température moyenne et cumul de pluie. Donc vous avez ici sur le mois de mars donc le positionnement des écarts à la moyenne avec donc ici les millésimes humides et puis les millésimes secs et puis en haut les millésimes chauds et puis les millésimes froids. Donc le mildiou bien évidemment se situe quelque part par ici. Et on voit que le mois de mars est assez discriminant entre nos 3 millésimes de forte pression mildiou. J'ai perdu la souris. Et les 3 millésimes de faible pression. Et le mois de mars correspond à la sortie d'hiver et la maturation de l'inoculum hivernal. Le mois d'avril est peu discriminant, en fait. Vous voyez comment se positionnent ces millésimes. C'est l'époque des premières contaminations primaires et des contaminations pré-épidémiques dites élites. Le mois de mai redevient très discriminant et c'est là qu'on a les contaminations épidémiques massives avec donc beaucoup de contaminations primaires favorisées par le climat et le début des contaminations secondaires. Et puis au mois de juin, on retombe sur un mois qui est assez peu discriminant entre nos millésimes et on a donc poursuite des contaminations primaires et implémentation des contaminations secondaires et puis l'expression forte des symptômes qu'on a vu précédemment. Comment le modèle de potentiel système utilisé par l'ILV a traduit tout ça ? Je vous propose un rapide retour sur le déroulé de la saison, avec ici les cartes de risque. Donc on va du risque faible en vert au risque fort en rouge, qui étaient relevés ici à chaque fin de mois. Deuxième ligne, on va avoir ici une représentation de la fréquence théorique d'attaque donnée par le modèle en pourcent. On va donc de 0% à 100% en rouge, avec ici des cartes qui vont être basées plus sur les premières cartes vont être basées sur l'apparition des foyers. Donc on n'est pas sur une échelle fixe de 0 à 100%, mais dès qu'on part sur le vert, on est sur cette échelle fixe de 0 à 100%. Et puis la troisième ligne, c'est la fréquence d'attaque observée sur le réseau de témoins non traités, avec de la même façon ici la localisation des premiers foyers, et puis ici l'expression des dégâts de 0 à 100%. Si on fait un rapide retour, donc le 16 avril, on est au stade pointe verte et le modèle indique les premières contaminations élites. Au mois de mai, on a les premières contaminations épidémiques dès le 9 mai au stade 5-6 feuilles. Et puis, de semaine en semaine, la situation se détériore. Donc, le 16 mai, contamination généralisée. Le 23 mai, il y a un bulletin qui annonce une quantité d'inoculum primaire en très forte évolution, de manière un petit peu anormale. Et puis, au 30 mai, on a une fréquence d'attaque de 1,5%. Et les prévisions nous donnent, en bleu, c'est la prévision... selon le scénario probable, une augmentation de 2%. Et en scénario défavorable, on a une progression de 15%. Déjà 2%, c'est fort, 15%, c'est énorme. Au mois de juin, la fréquence théorique d'attaque, on est à peu près sur des fréquences déjà de 6%, et les prévisions sont en très forte hausse, de 7 à 18%. Donc sur la floraison, période très sensible, la semaine suivante, à nouveau des prévisions avec des progressions de 4 à 5%. Le 20 juin, scénario probable 0, scénario défavorable plus 4%. Au mois de juillet, au stade de grain de poids, on a une très forte augmentation du risque. Vous voyez, la carte de risque est complètement rouge. La fréquence donnée par le modèle est de l'ordre de 40% et celle observée sur les témoins non traités atteint 80%. Et on est toujours sur des prévisions en très forte hausse à 11%. Il faut attendre début août, avec donc l'arrêt des pluies, pour que le modèle indique un risque en baisse. Donc on a un outil qui nous donne une assez bonne description de l'épidémie, malgré une sous-évaluation sur les aspects quantitatifs. Et puis, donc, elle traduit bien cette expression relativement tardive des symptômes. Chaque semaine, nous réalisons un bulletin qui est transmis sur le site de l'interprofession de Bordeaux, dans lequel on va traduire ces risques et préconiser des doses à appliquer. Donc on voit sur le graphique ici qu'on préconise des traitements préventifs relativement précoces. Alors,
on a, sans doute vous ne voyez pas bien, mais on a... j'ai perdu la souris. Voilà. Ici, c'est pour la lutte conventionnelle, ici pour la lutte en biologique. Donc les premiers traitements qui sont préconisés sur les parcelles sensibles dès le 16 avril. Sur l'époque bouton floraux séparés, floraison, on a une préconisation de raccourcissement des cadences de traitement. Et puis, bon, je passe très très vite, mais sur la situation globale, depuis qu'on fait cette préconisation de dose depuis 2011, donc on atteint un indice de protection record en 2018. Vous pouvez voir peut-être, on est à 2,4 traitements en 2011 et on dépasse les 10 traitements sur situation générale, parcelle sensible ou parcelle attaquée, qu'on soit en conventionnel ou en bio. Pour terminer, la question qui est posée derrière tout ça, c'est la contribution respective des contaminations primaires, donc dues aux zoospores, et puis la multiplication asexuée. Et cette photo d'une belle contamination qui suit la nervure pose très très bien et très emblématique de cette question. Je voulais donc revenir sur deux situations qu'on avait expérimentées en 2000 à Blanquefort sur Merlot et en 2001 sur le Sauvignon à Beaume, avec là aussi deux profils très différents. Donc vous voyez ici c'est la fréquence d'attaque, et puis donc qui est très forte sur le Merlot à Blanquefort en 2000, et à l'inverse sur le Sauvignon à Beaume, une fréquence d'attaque très très faible. On a fait des prélèvements donc des symptômes pour analyser le code génétique. Et ici sur Blanquefort, ce que l'on observe, c'est que en fait on a beaucoup de nouveaux génotypes. Alors, est-ce que ce sont des contaminations primaires? C'est toujours en débat. Est-ce que ce sont les œufs de mildiou endogènes à la parcelle qui contaminent et qui provoquent les dégâts? Ou est-ce que ce sont des spores qui viennent d'assez loin? La question reste posée, mais on a de fortes présomptions que cela vient de la parcelle elle-même. Donc, en fait, ce que vous voyez, donc la part de génotypes nouveaux est très forte. Et ici, la part de clones est relativement faible dans la parcelle. Donc, dans ce premier cas, une forte épidémie, il faut retenir que c'est une multitude de génotypes et d'individus différents et qu'il y a une faible proportion de clones et donc une très faible proportion de génotypes qui sont aptes à se dupliquer par la voie sexuée. Dans le deuxième cas de figure, sur Beaume, au mois de juin, on a identifié un foyer avec 63 symptômes, dont 60 sont des clones. Donc sur 4 génotypes, il y en a un seul qui génère des taches secondaires. Et ces taches se retrouvent pour 13% sur le cep qui avait la tache primaire, 60% sur le cep contigu et 37% sont dispersés, mais vraiment sur les ceps voisins à proximité immédiate. Donc, d'une manière relativement générale, en cas de faible pression, on a des foyers et des épidémies plutôt de type clonal. Donc la dispersion clonale est faible, elle est de l'ordre de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Donc il faut sortir de la tête qu'une tache va générer une contamination sur toute une parcelle. C'est loin d'être le cas général. Donc en termes de conclusion, 2018, très forte pression, mais des profils qui étaient déjà vus, notamment en 2007-2008. La cause, c'est la météo. Nous, on n'a aucune hypothèse de dérive d'agressivité telle que les journalistes auraient bien voulu nous la faire dire. Voilà. Pour l'instant, il n'y a aucune hypothèse qui permette d'aller vers ça. Les dégâts importants, ça a été donc souligné par les collègues. Donc difficulté de traitement entre deux pluies, les réentrées dans les parcelles, la qualité de pulvérisation, face par face indispensable, et puis un panel de produits, entre parenthèses efficaces mais toxiques, qui sont en diminution. Et en fait, donc, on a eu un véritable bombardement de contamination entre mai et juillet. Pour terminer, juste les perspectives au niveau de l'UMT 7 que j'anime avec Denis Thierry. On va porter 3 projets sur cette question-là. Un premier sur la sporée aérienne, donc qui va être un marqueur de la pression épidémique et à terme devrait nous aider à piloter les traitements. On a fait les premiers tests ici avec le Gédon du Libournais, Château Cormeilles-Figeac et puis une société québécoise R qui montre ici la pluviométrie et puis en rouge, la pluviométrie en bleu, et en rouge les captures de spores de mildiou qui sont un peu en déphasage de la pluviométrie, mais qui sont, semble-t-il, un bon marqueur de la pression. J'attends une réponse de l'ANR pour essayer de démarrer une thèse sur le sujet dès le début janvier.
Et puis 2 projets que l'on va essayer de lancer aussi. Sur la prophylaxie, on va essayer de reprendre une vieille idée des années 2000, de supprimer les feuilles dans l'objectif de diminuer l'endo-inoculum primaire des parcelles. Et puis, 3e et dernier volet, on va essayer de lancer un projet avec un groupe d'assurance sur l'assurance perte de récolte maladie pour accompagner la prise de risque que représente la diminution des intrants. Je vous remercie pour votre attention. Donc, pendant le discours de Marc, il y a eu plein de questions. Donc, la plupart de ces questions, on va les garder pour juste après la pause. Il y en a une qui semble pertinente de poser à Marc, c'est celle qui concerne l'effet de la météo sur l'explosion de la maladie. Et donc, moi, je profite d'avoir Marc pour lui demander, tu es l'expert des modèles qui nous permettent de comprendre les relations entre pression climatique et explosion du mildiou. Est-ce que tu as pu voir si la précision sur la donnée climatique, quand elle vient proche de ta parcelle ou quand elle est dérivée d'un petit peu plus loin, quel effet ça joue sur les sorties du modèle, d'avoir une donnée météo plus ou moins précise? Ah, bonne question. En fait, depuis la collaboration qu'on a réamorcée avec Météo France en 2007, on a progressivement abandonné l'utilisation des stations météorologiques. Donc, dans le temps, on travaillait avec quelques dizaines de stations pour essayer de représenter le risque sur l'ensemble du vignoble. C'était 50-60 stations météorologiques. Et donc, on est passé à plus de 6000 points de calcul sur le vignoble de Gironde et Dordogne, donc avec un point d'information tous les kilomètres maintenant, en termes de pluviométrie et de température. On n'a pas pu observer, pour être tout à fait honnête, quand on a fait cette transition, d'amélioration nette de la description de l'épidémie en lien avec les témoins non traités qui étaient à proximité. La relation qu'on a entre le point simulé sur la station météo ou le point de grille est de l'ordre de 30%. D'accord, ce qui est très faible, mais ça veut dire qu'on a beaucoup de difficultés encore aujourd'hui, à partir d'une station météo, à décrire ce qui se passe dans une parcelle. Et c'est tout à fait normal, puisque le modèle aujourd'hui ne prend en compte que les aspects climatiques. Il ne tient pas compte de l'aspect sol, développement de la biomasse, et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, comme il y a beaucoup de questions, et je m'en réjouis, j'avais même un petit peu peur qu'à la table ronde, on soit un petit peu sec. Donc ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite à la pause, surtout de revenir pas en retard, parce qu'on va essayer d'adresser toutes les questions qui ont été posées, en plus de celles que j'avais préparées, mais qui vont peut-être même pas être pertinentes, vu tout ce qu'il y a. Donc merci pour votre attention, et on se retrouve donc le plus tôt possible. Merci.